Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, un petit peu intime même je dirais, puisque je suis seul avec vous. Je suis en raison de problèmes d'emploi du temps et de semaines de 3 et de nuits très très courtes pour couvrir les conférences, le 3 étant la grande fête du jeu vidéo à Los Angeles où on nous présente toutes les nouveautés de l'industrie, dont on va un tout petit peu parler d'ailleurs dans l'émission un petit peu plus tard. Et ben en raison de tout ça, il y a eu des problèmes d'emploi du temps et ça fait que je me retrouve tout seul dans l'émission. Enfin, je dis tout seul, mais pas vraiment, puisque je suis avec vous dans vos oreilles pour une petite heure de discussion tech. Je suis Patrick Béja, pour ceux qui ne me connaissent pas, et aujourd'hui, on va parler de différentes choses. On va parler de YouTube et de la dernière controverse en date. On va parler aussi d'Apple et des suites des annonces de la WWDC. Vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a d'autres sujets dont on va parler, comme évidemment Huawei, comme je le disais, un petit peu d'E3, et puis des trottinettes électriques encore, et d'autres choses. Et ça va être donc une petite heure passée ensemble. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode entre vous et moi. Ça fait très très longtemps, je ne sais plus quand c'était le dernier où j'étais tout seul dans l'émission. Mais mine de rien, moi ça me fait plaisir. C'est un format un petit peu différent qui a aussi son attrait, en tout cas pour moi. J'espère que vous l'apprécierez. Et je voudrais remercier évidemment les auditeurs qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister, en l'occurrence Mathias Frein, Loïc Belhost, Nicolas Lemire, Aurélien Beck, Sébastien Piolet, Nicolas Barnet et Moni Penny. Et j'aimerais préciser, tiens, avant qu'on continue, que pour les patriotes, les gens qui soutiennent l'émission, je suis en train de mettre le Rendez-vous Tech dans le podcast privé des patriotes auquel les gens qui soutiennent ont accès. Et du coup, vous pouvez vous rester abonné uniquement à ce flux si vous le souhaitez. Les instructions pour le trouver sont dans les notes sur la page du rendez-vous tech, le frenchspin.fr, voilà, c'est le nom du blog que je tiens, je m'en souviens. Dans la barre de droite, il y a un lien vers ces instructions, c'est très très simple, hein, ça prend une demi-seconde, vous obtenez un flux RSS que vous mettez dans votre app de podcast. Et donc, il y a désormais les contenus privés, les éditos, les petits contenus spéciaux que je mets dans le podcast privé des Patriotes, et les épisodes classiques, donc vous n'avez plus qu'un flux à avoir pour tout avoir. Donc voilà, je le précise parce que j'en avais parlé sur Patreon, mais certains ne suivent pas les discussions là-bas et étaient étonnés de voir l'épisode en double s'ils étaient abonnés au flux normal et au flux du podcast privé des Patriotes. Donc maintenant, vous savez. Écoutez, on va se lancer avec un sujet compliqué et même un petit peu grave, je dirais, qui est la dernière controverse dont YouTube, au centre de laquelle s'est retrouvé YouTube la semaine dernière. Comme vous vous en doutez, c'est encore une controverse liée à du contenu plus ou moins acceptable qu'on trouve chez eux. Et on en a beaucoup entendu parler et je crois que ça... Au-delà de l'affaire elle-même, qui est compliquée et je dirais un petit peu déprimante même, je m'en plaignais sur les réseaux sociaux en disant que c'est des sujets qu'on n'aime pas forcément traiter parce qu'ils ne sont pas hyper... agréables et joyeux, ce dont on manque peut-être un petit peu aujourd'hui, mais ils sont quand même importants et au-delà de ces sujets, il y a des tendances et des évolutions de la tech qui risquent de former son futur, de changer son futur et je crois que c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Alors, de quoi parle-t-on d'abord peut-être il s'agit d'une discussion, d'une même controverse entre deux journaliste ou un journaliste et un YouTuber, le journaliste Carlos Mazza, qui travaille chez Vox Media, et le YouTuber Steven Crowder, qui est un YouTuber qui fait du commentaire sur les informations. Et Carlos Mazza s'est plaint sur Twitter que depuis des semaines et des mois, Steven Crowder, donc le YouTuber, le harcelait dans ses vidéos sur YouTube et que YouTube ne faisait rien. Il a montré des extraits de certaines vidéos
Et bon, c'est difficile de juger de la nature de la chose, mais clairement, c'est un petit peu offensant, à minima, avec des commentaires sur la sexualité de Mazza, son origine, etc., qui sont, on va dire... Bon, moi, je ne veux pas juger l'ensemble du travail de Crowder, que je ne connais pas, mais c'est sûr que quand on voit ces extraits, en tout cas, eh ben, on est dans à la limite du... L'incitation à la haine, c'est peut-être un peu fort, mais on n'en est pas très très loin. Il dit, c'est une je ne sais pas si on peut traduire par petite tapette, mais une tapette qui zozote, ou latino pour faire bien chez Vox, etc. Et Carlos Mazza a une publication, je crois, hebdomadaire, et à chaque vidéo, Steven Crowder en remet une couche. Et clairement, c'est non seulement Crowder en remet une couche, mais en plus, comme toujours dans ces problèmes sur Internet, les followers de Crowder viennent harceler ou emmerder Mazza sur Twitter et ailleurs, l'insulter, etc. Donc c'est un petit peu... disons qu'on n'est pas loin je pense qu'on est même en plein dans le bullying, dans le harcèlement en tant que bully de Crowder envers Mazza. Et ce que dit Crowder, c'est mais c'est des petites engueulades entre amis, c'est pas bien méchant en gros, mais c'est bon, on déconne. Et évidemment, on déconne, c'est toujours l'argument dans l'œil du déconneur et pas de celui qui est victime du déconneur. C'est la caractéristique du bully. Donc, on est dans une situation, la manière dont je le résume, c'est compliqué à juger vraiment, parce que c'est pas... si on prend l'exemple du bullying, on n'est pas dans une situation, je crois, où le type qui emmerde l'autre est dans la cour d'école et va le pousser contre le mur et lui voler son argent de déjeuner, comme on le voit dans les films américains. Donc c'est pas hyper clairement, je dirais, illégal. En tout cas, aux États-Unis, il n'y a pas la même considération de la liberté de parole. C'était une affaire qui se passe aux États-Unis, évidemment. On est plutôt, si on reprend cet exemple d'attitude en classe, dans le moment où un des gamins va mettre sa main devant le visage de l'autre et lui dire « je te touche pas, je te touche pas, je te touche pas », en train de danser devant lui. Genre, clairement, il est là pour l'emmerder. Clairement, c'est insupportable. Et quand le prof vient pour le réprimander, là, il se retourne et il fait « Ah, on me persécute, moi j'ai rien fait, on m'empêche de m'exprimer, machin », ce que fait un petit peu Steven Crowder. Ah oui, parce que, alors, je fais un petit peu un raccourci, mais ce qui s'est passé avec YouTube, j'ai parlé que de Mazza et Crowder. Mazza s'est plaint sur Twitter, YouTube a regardé la situation, et leur première réaction, ça a été, malheureusement, en gros, ils étaient un petit peu sur ce ton. L'attitude de Crowder n'est pas contraire à nos conditions d'utilisation. Donc, on va rien faire. On peut pas, en gros, lui bannir sa chaîne, ce qui est une action quand même forte. Mazza revient sur la question. La controverse commence à enfler. Et YouTube se base sur les conditions d'utilisation du programme de partenaire, qui est une autre section avec un autre set de conditions d'utilisation et de problématiques liées au harcèlement, pour dire, bon, clairement, on n'est pas d'accord avec ce que dit Crowder, et notre action, notre décision, c'est de démonétiser sa chaîne. Petite parenthèse, Mazza dit oui, vous êtes gentil avec la démonétisation de sa chaîne, mais ce qu'il fait, il fait son argent avec son merchandising et pas avec la pub qu'il a sur la chaîne. Il vend des t-shirts, dont l'un des t-shirts est, en gros, je traduis, mais le communisme, c'est pour les tapettes. Il a un truc avec les homos, hein. Je crois que ça cache peut-être quelque chose chez lui. Généralement, quand on est aussi obsédé, c'est qu'on a c'est pas rare qu'on entende quelques années après, ah oui, en fait, je vais accepter ma sexualité. Enfin bref,
le coup là, c'est que il fait son argent avec ses produits dérivés entre guillemets. Et YouTube a ajouté pour regagner sa monétisation, non seulement il doit devenir sage, mais en plus il doit virer les liens vers son merchandising. Sur ce, Crowder active sa base et commence à dire voilà, c'est là qu'on arrive à l'analogie avec les gamins où celui qui fait oh non mais c'est pas juste madame, j'ai rien fait, on me persécute machin, et qui commence à crier comment dire, à l'assassinat de la liberté de parole et ce genre d'attitude. Qu'on retrouve souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la tendance qu'ont un petit peu tous les énervés sur Internet dès qu'on applique une sanction contre eux, et c'est vraiment de tous bords. Hein. La réponse c'est on me persécute, j'ai plus le droit de parler, etc. Et je pense qu'il y a quelques cas limités où peut-être que les décisions sont exagérées et touchent à la liberté de parole. Mais sur la quantité de fois où on l'entend, je pense que c'est quand même un petit peu rare. Donc, on est dans cette dynamique et je pense que la nature du contenu de Crowder, de ce que j'en ai vu encore une fois, ça va peut-être contre les conditions d'utilisation de YouTube, ce qui est l'un des éléments de la controverse, et que souligne Mazza, c'est qu'ils ont des conditions d'utilisation qui interdisent le harcèlement, et dans ce cas, ils ne les font pas respecter. Sincèrement, de mon estimation, alors je vais peut-être éviter de donner mon estimation, si vous pensez que c'est clairement du harcèlement, évidemment cette décision de ne pas bannir la chaîne purement et simplement vous paraîtra au minimum injuste. Si vous pensez que c'est pas du harcèlement, et là vous vous direz non, c'est clairement pas sympa ce qu'il fait, mais ça va pas jusqu'au niveau du harcèlement clair et net. Ce que dit YouTube et qui je pense n'est pas complètement incohérent, c'est que comme on n'est pas dans l'illégalité, en tout cas encore une fois aux États-Unis, peut-être qu'en France ça serait différent parce qu'on a des lois plus dures sur l'incitation à la haine, mais même là franchement je suis pas convaincu qu'un juge dirait c'est absolument de l'incitation à la haine. On est un petit peu à cette frontière, et c'est à cette frontière que toutes ces controverses sont les plus controversées, justement parce que il est difficile de le juger. Mais si ça ne va pas dans une catégorie ou dans l'autre, on a notre opinion qui change en fonction de la manière dont on le voit. Et j'ajouterais que si YouTube prenait la décision que ce comportement allait à l'encontre de ses conditions d'utilisation, comme je crois qu'on est... En tout cas, si on est au-delà de la frontière, je ne crois pas qu'on soit très très loin au-delà. Ça provoquerait en réaction des décisions à prendre sur de très très nombreuses autres vidéos. Et peut-être que ça devrait être le cas, parce que, comme je le disais, l'attitude de Crowder, même si c'est pas je te pousse par terre et je te tape dessus, c'est pas non plus complètement innocent, et c'est je te mets la main devant le visage, on peut en rire comme ça, mais c'est quelque chose qui, comme le dit Mazza, ça dure depuis des mois, et les followers de Crowder viennent l'emmerder en plus. C'est pas quelque chose qui n'a pas d'effet, ça peut pas être considéré comme anodin. Donc peut-être que, vous voyez, à la fois, moi je suis en train de me dire on est dans une situation limite, et à la fois je me dis oui, mais cette analogie avec la vie réelle, si on la considère sur le long terme, c'est une attitude qui est clairement répréhensible. Alors pourquoi est-ce que YouTube n'agit pas plus fortement, même si la démonétisation, à mon sens, est une incitation à ne pas agir de cette manière qui est forte. Je crois que vraiment la monétisation est le cœur de YouTube, et s'ils prennent ce genre de décision, ça influence le contenu de la chaîne. Donc, mais pourquoi est-ce que YouTube n'a pas pris une décision plus forte, comme bannir l'éditeur ? Et là, on touche à une tendance qui est plus importante et qu'il faut vraiment comprendre si on veut comprendre ce qui se passe dans cette affaire et dans toutes les affaires de ce genre. Le problème, en fait, pour YouTube est un problème de responsabilité. C'est-à-dire que eux ne veulent pas être responsables du contenu qui est sur leur plateforme. Un éditeur de presse, un journal par exemple, est responsable du contenu qu'il publie. Si c'est une chaîne de télévision, ils sont responsables du contenu qu'ils mettent à l'antenne.
YouTube se voit, quand ça l'arrange un petit peu, comme une plateforme. Ou en tout cas, l'intention à la base, c'était d'être une plateforme. C'est-à-dire que eux n'avaient aucun contrôle éditorial sur le contenu qui était présenté sur leur chaîne. Et ils proposaient simplement un service qui était de mettre des vidéos en ligne que des gens avaient enregistrées chez eux. Et les personnes qui mettent ces vidéos en ligne sont responsables de ce contenu. Alors, ce principe de la plateforme, avec la non-responsabilité du contenu, elle n'est pas réservée à YouTube, elle s'applique en fait à tous les services et à toutes les plateformes en ligne. C'est-à-dire que la règle qu'on a définie au niveau légal, c'est que à partir du moment où un fournisseur de services n'intervient pas dans le contenu qu'il met en ligne, eh bien, il est une plateforme. Ça s'appliquerait idéalement pour YouTube à YouTube, mais ça s'applique par exemple aux fournisseurs d'accès, ça s'applique à WordPress, qui n'a pas du tout le même problème. S'il y a quelqu'un qui utilise WordPress.com pour publier quelque chose, c'est l'exemple qu'avait pris mon ami Tom Merritt, si quelqu'un utilise WordPress.com pour publier un billet incendiaire ou d'incitation à la haine, on ne va pas s'en prendre à WordPress, on va s'en prendre à la personne qui l'a publié. Donc YouTube a cette problématique qui est très spécifique de devoir ou de vouloir maintenir cet équilibre, à vouloir en fait rester une plateforme et à être considéré par une immense partie des utilisateurs comme un éditeur, comme une chaîne. Et c'est compliqué à gérer parce que s'ils se mettent à passer volontairement du statut de plateforme au statut d'éditeur, eh ben, ils doivent être responsables de tout ce qui est sur leur plateforme. Et dans ces conditions, la plateforme YouTube telle qu'on la connaît aujourd'hui, je crois, ne peut pas réalistiquement exister. Alors, peut-être que certains d'entre vous diront « bah oui, super, tant mieux ». YouTube ne devrait pas exister, ou en tout cas pas sous cette forme, donc au revoir, ils sont responsables de tout et il faut refaire la chose. Je crois que c'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain, même si l'eau du bain est particulièrement toxique peut-être et qu'il faudrait faire quelque chose. D'ailleurs, on a tendance à se concentrer aujourd'hui sur toutes ces histoires, mais je ne sais pas si vous avez... Enfin, il faut bien se rendre compte que YouTube et toutes ces plateformes /éditeurs ont aussi des rôles positifs. On se souvient du printemps arabe. Il y a pas longtemps, je crois qu'il y avait un article dans le New York Times qui expliquait à quel point les médias en Russie sont contrôlés par le gouvernement, mais que les jeunes en particulier sont en contact avec des voix dissidentes sur YouTube, et que c'est donc un moyen d'avoir des voix pour tout le monde, y compris des voix positives, dans tous les domaines. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, je crois, et qu'il faudrait veiller à ne pas tuer avec une révolte un petit peu trop extrême contre YouTube, mais dans tous les cas, ce problème d'équilibre entre plateforme et éditeur est très important pour YouTube, et donc ils veulent essayer de prendre le moins de décisions possible pour pas tomber dans cette responsabilité. Le problème, enfin le 10e problème dont beaucoup de gens commencent à se rendre compte, c'est que mine de rien, YouTube a une main dans le contenu quoi qu'il arrive. Bien sûr, en faisant respecter ces conditions d'utilisation pour lesquelles on a fait une sorte d'exception à cette politique juridique de plateforme non responsable. Donc, quand il y a de l'incitation à la haine ou du contenu clairement illégal ou du contenu terroriste, eh ben on dit là oui, vous pouvez y aller. Mais au-delà de ça, certains commencent à se poser la question de l'algorithme. Est-ce que l'algorithme n'est pas une manipulation éditoriale en soi? Et je trouve que cet argument a une grande validité parce que l'algorithme décide de ce que vous allez voir en fait. Si on prend une vue un petit peu large du service, l'algorithme créé pour rendre service et pour dire vous avez aimé plutôt telle vidéo, on va vous montrer des vidéos de ce type qui... on l'a vu dans de nombreux articles ces derniers temps, a tendance à pousser vers les extrêmes et l'algorithme dans son ensemble a tendance à déjà favoriser les gens qui font le plus de bruit, ce qui est problématique. Mais en plus de ça, il pousse vers les extrêmes. On a vu, comme je le disais, de nombreux articles qui détaillent comment certains ont été enrôlés dans des organisations racistes ou ce genre de choses, en commençant simplement en regardant des trucs relativement innocents. Mais l'algorithme pousse dans
ces directions. Et c'est pas que, bien sûr, les gens qui ont designé l'algorithme se sont dit on va pousser les gens vers des extrémistes, mais c'est une sorte de conséquence inattendue de on va pousser les trucs les plus populaires, et les trucs qui sont les plus controversés sont populaires. C'est la nature humaine qui fait ça. Donc l'algorithme, quoi qu'il en soit, peut être, je crois, considéré comme une forme d'édition. C'est pas exactement la même édition que fait un éditeur ou un rédacteur en chef. Je dis éditeur à chaque fois, mais on comprend bien que je parle de la rédaction et de la décision de rédaction dans une publication de presse. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, hein, clairement. Mais on est en train de découvrir et de comprendre qu'il y a quand même quelque chose de comparable, ou peut-être qui est, je ne sais pas si c'est à mi-chemin ou une autre forme d'édition. Et là, j'en viens à l'un des points que je voulais faire, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin de définir un autre statut, une sorte de forme à la fois juridique, légale et sociétale différente pour ce type de service qui concernerait YouTube et puis peut-être Facebook, Twitter, qui soit pas une simple plateforme qui n'est responsable de rien, mais qui en même temps, parce que c'est pas le cas, clairement, on s'en rend compte, et en particulier avec les algorithmes, j'ai parlé de celui de YouTube, mais c'est la même histoire avec Facebook et Twitter et d'autres. Donc, ils sont pas juste une plateforme, mais en même temps, ils sont pas non plus complètement un éditeur. C'est pas que dans les bureaux de YouTube, il y a quelqu'un qui est en train de dire ah ouais, super, les contenus de suprémacistes blancs ou les contenus de tel groupe terroriste, on va les pousser pour qu'ils aient plus de vues. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une conséquence perverse de la manière dont l'algorithme est fait. Mais donc peut-être qu'il faudrait un statut un petit peu différent pour que YouTube puisse agir sans se transformer tout à coup en éditeur et donc responsable de tout le contenu. Je crois qu'il y a une vraie préoccupation là-dessus. Et puis, il faut aussi, de l'autre côté, que c'est un autre élément dont on est en train de se rendre compte, il faut qu'on accepte que oui, ces plateformes sont responsables d'une partie, enfin d'une forme ou d'un élément de leur contenu. Et de plus en plus, on est en train de le voir, toutes ces plateformes sont en train de devoir décider que un contenu, même s'il n'est pas illégal, doit être sanctionné d'une manière. Alors, dans le cas de YouTube, c'est souvent la démonétisation. Dans le cas de Facebook, ça peut être de le montrer moins que d'autres types de contenus. Et dans tous ces cas, on a les gens qui sont à l'origine de ces contenus qui vont venir se plaindre, comme le gamin qui met la main devant l'autre de « Ah, on me persécute, on m'enlève ma liberté de parole ». Et je crois que là, on est en train de commencer à accepter. Peut-être qu'il ne faut pas créer formellement un nouveau statut, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais la manière dont on voit tous ces services et toutes ces plateformes est en train d'évoluer, je crois, dans ce sens-là. Donc voilà, c'est une longue explication pour cette controverse entre Carlos Mazza, Steven Crowder et YouTube et ses politiques et ses conditions d'utilisation. On est encore dans le questionnement pour beaucoup de ces éléments, mais j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. À voir plus clair dans l'affaire elle-même, bien sûr, mais surtout, ce qui est à mon sens plus important, dans la manière dont les mécaniques qui sont derrière les décisions se produisent et dans quelle direction on est en train de se diriger, peut-être avec des tendances qui se dessinent pour les prochaines quelques années. En tout cas, c'est le but de l'émission, de vous aider à comprendre et à analyser tout ça. Bon, parlons d'autres sujets qui sont importants aussi, avec Apple et les suites de la WWDC. On en a beaucoup parlé la dernière fois, donc je vais passer un petit peu plus vite, mais comme toujours, vous le savez, hein, avec ce type de conférence, il y a parfois des informations qui sortent après la grosse conférence, et on avait enregistré juste après. Donc, il y a des choses intéressantes dont on peut parler. Et puis, là encore, peut-être des tendances qu'on avait évoquées la semaine dernière, mais que je peux développer un petit peu plus dans cet épisode. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà, parce que quand on est seul, on parle beaucoup et ça assèche la gorge. Mais donc,
la suite de la WWDC, on en avait entendu parler en rumeur. Il est possible qu'il y ait un tracker d'objets signé Apple. Vous savez, des petites pastilles, des petits badges qui traquent la localisation que Apple ferait eux-mêmes. Il y a d'autres sociétés qui les créent, qui vont là encore être sans doute un petit peu embarrassées parce qu'Apple arrive sur ce marché, mais liées à leur technique de localisation pour les appareils, même quand ils ne sont pas connectés à Internet. On en avait parlé avec cette sorte de réseau maillé entre les appareils Apple. Et ben, ça pourrait être effectivement un outil hyper pratique pour genre ses clés ou je sais pas, son fils, on le met dans la chaussure ou ce genre de choses. C'est pratique pour traquer les différentes choses ou personnes ou animaux de compagnie ou ce genre de choses. Bien sûr, il faut être dans des endroits où il y a un certain maillage d'appareils Apple, mais il y a de nombreux endroits quand même où c'est le cas. Et puis c'est mieux que l'alternative est de ne pas rien avoir du tout, ou alors d'avoir une carte SIM dans un petit appareil, mais là ça consomme énormément de batterie, donc il faudra le recharger tous les jours ou tous les quelques jours. Là, avec ce système, on peut imaginer ne pas avoir besoin de recharger pendant très longtemps. Et Apple a détaillé la cryptographie qui sous-tend le système, et c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut avoir deux appareils Apple qui vont créer en commun une clé cryptographique, et quand l'un d'entre eux, il faut en avoir au moins deux pour que ça fonctionne. La plupart des gens qui l'utiliseront en auront au moins deux, j'imagine. Mais quand l'un des deux est perdu, il émet cette clé avec la localisation des appareils autour, et ensuite, comme on a la clé sur l'autre appareil, on peut comparer. Bien sûr, elles sont hachées, scellées, etc. Des techniques cryptographiques pour que ça reste complètement anonyme, mais Apple peut comparer la clé à celle qu'il a dans sa base de données, de manière à vous donner la localisation sans que jamais personne d'autre ne puisse y avoir accès. Donc c'est vraiment un système hyper intelligent qui, selon les chercheurs en sécurité, devrait fonctionner et respecter la vie privée. La vie privée, c'était un thème important dans cette conférence. On a eu aussi une information sur la manière dont les applications vont pouvoir accéder à vos données de localisation. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est pas mal du tout. Quand une application vous demande vos données de localisation, eh ben Apple va afficher une petite fenêtre qui va vous montrer les données de localisation auxquelles cette app a eu accès déjà. Vous savez qu'on peut lui proposer de prendre nos données seulement pour une fois ou quand elle est active. Mais à certains moments, Apple va pouvoir vous montrer une petite carte avec les données auxquelles a eu accès cette application. Et c'est vraiment un moyen intéressant de réaliser les données qu'on donne de manière visuelle, ce qui est beaucoup plus compréhensible et frappant que simplement de se dire il sait où je vais, il sait où je vais, ou l'application sait où je vais. Donc ça, c'est encore quelque chose d'intéressant. Et on a aussi dans le domaine de la vie privée, mais pas forcément de la localisation, des détails sur le sign in with Apple. On en avait parlé la semaine dernière. Pour moi, c'est une fonctionnalité hyper importante qui étend la préoccupation de la protection des données privées d'Apple au-delà de son écosystème. Les données qu'on a eues sur le développement et le déploiement de cette option, je résume très rapidement, c'est donc une option pour se connecter à des apps et garder son identité, donc son compte sur ces différentes apps, qui respecte énormément votre vie privée et qui est fournie par Apple et qui respecte votre vie privée de manière significative, beaucoup plus que les autres options de ce type, comme utiliser Facebook ou Google ou d'autres services du genre pour se connecter, puisque ces services ont et risque de partager et d'aspirer toutes les données qui sont liées à l'app. Donc c'est vraiment une préoccupation dont parlaient énormément de gens, à laquelle Apple propose une solution, et on se demandait comment est-ce qu'ils vont déployer cette solution justement. Et là, il y a à la fois quelque chose de très efficace et peut-être d'un petit peu préoccupant pour d'autres raisons, c'est que cette option sera obligatoire
pour les applications et les développeurs qui proposeront ce type de module de connexion, donc à Facebook, Google, ils devront aussi avoir la connexion Sign-in with Apple. En plus, elle devrait être en haut de toutes les autres, ce qui pose des questions légitimes d'abus de position dominante. Apple impose encore des conditions aux développeurs d'applications. Et c'est vraiment une question qui est très différente. Je crois qu'il y a deux éléments à prendre en compte là. D'une part, indéniablement, c'est une technologie importante pour la protection de la vie privée. Indéniablement, il y a peu de sociétés qui peuvent proposer ce type de technologie et d'options pour la vie privée à cette échelle, de cette manière. Je crois même qu'il n'y en a quasiment pas, parce que de toutes les sociétés que nous connaissons, rares sont celles qui ne font pas de l'argent en utilisant vos données privées, et c'est pas une critique acerbe de cette pratique, hein. Moi, je suis un grand utilisateur de Google notamment, et je le fais en connaissance de cause, et j'en retire des bénéfices. Donc, il faut pas penser que c'est une condamnation de cette pratique, mais je crois que l'option de ne pas l'utiliser est importante, et il y a personne qui la propose. Apple, là, met en place un système entre guillemets, une fois, un système qui permet de résoudre et de donner une alternative, et il est important qu'on en ait une. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel à comprendre. Il est important qu'on ait cette option, et je crois que, alors je me trompe peut-être, mais je crois vraiment que peu d'autres sociétés, voire aucune autre société qu'Apple, peut proposer cette alternative face aux géants que sont Facebook et Google. Donc pour moi, c'est une option qui est précieuse. Et c'est important à retenir. D'un autre côté, la question de l'abus de position dominante avec cette imposition aux développeurs se pose effectivement. Je crois que la réponse n'est pas 100% claire. Souvent, ceux qui diraient « mais si, elle est complètement claire, c'est un abus de position dominante », sont aussi les premiers à dire « ah, mais Apple, ils sont ridicules avec leurs 20% de part de marché. Android, par exemple, en mobile, et Windows, ou Linux même, sur le marché des serveurs ou des ordinateurs classiques sont bien plus importants. Donc, nous rions de cette attitude d'Apple. Et dans le même temps, ils vont se plaindre de l'attitude d'Apple sur sa plateforme à elle. Alors, c'est encore tout le problème. Est-ce que la plateforme d'Apple elle-même peut être considérée comme un marché à part entière ? Et dans ce cas-là, effectivement, Apple a une position dominante, c'est évident. Ou est-ce qu'il faut considérer le marché comme plus large, dans le cas des mobiles avec Android ? Et Android constitue évidemment une alternative importante à Apple et à ses iPhones et iOS. Et dans ce cas-là, je crois qu'il est difficile de dire qu'Apple a une position dominante, puisque le marché est largement dominé par Android en termes de base installée en tout cas. Donc, c'est une question qui se pose. Ma conclusion à ce sujet, c'est que si on veut s'attaquer aux questions d'abus de position dominante, je crois qu'il y a des questions beaucoup plus importantes à traiter, et des sujets où les effets négatifs sur les utilisateurs et même les membres de l'écosystème, donc les effets négatifs sont bien plus importants que dans ce cas-là. Là, il y a un ajout qui est positif pour des utilisateurs qui sont, on ne va pas dire pris en otage, mais en tout cas en position d'impuissance face à l'ordre établi par les sociétés qui basent leur business model sur l'utilisation de nos données privées. Et on n'a pas d'alternative. Donc le bienfait pour la société, en théorie, c'est comme ça que je le vois, serait, je pense, plus important dans ce cas d'abus de position dominante, si on veut le qualifier de la sorte, que dans d'autres cas qu'on peut voir tous les jours avec les grandes sociétés de la tech. Donc, si on veut s'attaquer aux questions d'abus de position dominante, je crois qu'il y a d'autres sujets à mettre en avant, même s'il est important, évidemment, de le noter ici, puisque c'est une question qui se pose. Et au-delà de ça, là encore, c'est une tendance que je vois émerger. Il y a la question de Apple et des données privées, et ils ont pris un tournant tellement plus serré, tellement encore plus serré avec cette WWDC sur la protection de la vie privée, que je crois on commence presque
à se demander si Apple n'est pas en train de faire de la protection de la vie privée son business model, ou en tout cas l'un de ses business models, en remplacement, on va dire, de cette sorte de expérience utilisateur tech luxe qu'on avait vu, produit de luxe, produit presque de joaillerie, ou en tout cas, ils vendaient de l'envie, Apple, jusqu'à maintenant. On peut débattre de l'expérience utilisateur, Apple, Android, Windows, et Apple est plus pur et mieux pensé, etc. C'est leurs arguments. Ça, on pourrait en débattre. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à tous les systèmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vendaient aussi une sorte d'expérience feutrée, luxueuse. Là, un autre élément qui est peut-être en train de prendre le pas, je ne sais pas, mais on va le voir, est celui de la protection de la vie privée. Et je me demande si Apple n'est pas en train de se transformer en société qui nous vend de la protection de la vie privée. Et il est important de noter que les initiatives de ce genre étaient relativement rares. Elles existent, bien sûr, hein, on ne va pas dire le contraire. Il y a dans les services des alternatives comme Quant, DuckDuckGo ou ce genre de choses dans les services de recherche. Il y a des services de réseaux sociaux comme Mastodon ou d'autres qui font les choses dans le respect de votre vie privée. Il y a des navigateurs, Firefox, Opera, etc. Il y a même du matériel, hein, il y en a plein. Mais un géant, et quelqu'un, encore une fois, qui puisse, n'en déplaise aux défenseurs d'autres solutions, qui puisse imposer ce modèle d'affaires de manière crédible, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne vois que Apple à cette échelle. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour cette société. Je me rends compte en fait que si on veut vraiment de manière simple et accessible pour le plus grand public se dire bon, moi je veux faire le choix de quelque chose qui va plutôt protéger ma vie privée à la base, ensuite moi je fais ce que je veux avec les autres applications, mais de base ça protège plutôt ma vie privée, comme écosystème pour notre vie numérique, eh ben, on n'avait pas énormément de choix. Chez les gros, on avait Facebook, Google, Twitter n'est pas vraiment un gros. Microsoft commence à se diriger vers la vie privée, mais ils y sont pas encore vraiment. Apple est une proposition cohérente. Disons que la question qui suit celle-ci est de savoir, est-ce qu'ils vont pas commencer à vendre des appareils un peu moins chers? Ils feront jamais du bas de gamme, mais peut-être un bas de gamme margé, c'est-à-dire qu'ils vont marger sur le bas de gamme qu'ils feraient, donc ça resterait un petit peu plus cher que la concurrence comme toujours, mais qui serait l'alternative où la marge sert à faire l'argent. Et donc, on n'a pas besoin de faire de l'argent sur vos données privées. Et pour proposer, en fait, cette expérience de protection de la vie privée à un plus large public. Je ne sais pas si ça va aller dans cette direction, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que malgré le fait qu'on en parle depuis des mois et des années du fait qu'Apple se positionne comme société de protection de la vie privée, c'était « nous, on protège votre vie privée pour ce que vous nous donnez ». Mais là, ça va au-delà. C'est vraiment, si vous êtes avec nous, vous avez tous les outils simples pour vivre votre vie numérique sans avoir besoin de vendre vos données ou de livrer vos données, où vous pouvez largement minimiser tout ça. Et vous avez le choix. Alors qu'avant, en fait, on n'avait pas vraiment le choix, où c'était très compliqué de se créer un environnement où on avait le choix. Donc, c'est une tendance qui va encore plus loin que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant et qui, pour moi, est très intéressante. Il y a plus d'optimisation et de changements dont on a entendu parler. Il y a des nouvelles règles pour les applications destinées aux enfants dans l'App Store qui, bien sûr, protègent plus la vie privée. Il y a une gestion de la batterie qui va utiliser un apprentissage de machine learning pour savoir quand vous utilisez votre téléphone et donc le charger peut-être pendant la nuit à 80% jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et là, il le charge, il aura le temps de le charger à 100%. Donc ça permet de moins dégrader la batterie sur le long terme, c'est une très bonne chose. Il y a une détection de la langue de dictée vocale, ce qui pour moi va être hyper pratique parce que je dicte souvent en français ou en anglais, ou en tout cas je le fais moins parce qu'il faut sélectionner le bon clavier virtuel. Là, on n'aura pas besoin.
Il y a le support multicaméra, donc vous pouvez filmer à la fois avec la caméra de devant ou la caméra de derrière. Et puis, bien sûr, des controverses pas controverses, mais des moqueries, on va dire plus ou moins justifiées sur le fameux pied de moniteur Super Pro Display XDR à $1,000, qui, bon, a fait un petit peu de bruit aussi, on s'en doutait. Donc voilà pour les deux gros sujets. J'espère que ça vous aura intéressé. On va enchaîner avec des sujets un petit peu plus rapides. Mais avant ça, bien sûr, j'aimerais remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission avec Patreon, patreon.com/rdvtech. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. C'est un système qui vous permet de donner de l'argent à l'émission. Vous allez sur le site, vous décidez, je vais donner $1, $2, $3 par épisode. Vous accédez à des bonus comme ceux dont je parlais, les contenus éditoriaux pour les patriotes, donc des petits contenus privés. À certains niveaux, vous avez accès à la meilleure communauté du monde, qui est la communauté des patriotes. C'est un serveur Slack où il y a plein de gens super cool qui parlent de plein de choses super intéressantes. Et donc, vous décidez à quel niveau vous soutenez. Et si vous voulez vous vous arrêtez quand vous voulez, c'est complètement libre et ça vous permet donc de soutenir l'émission et de me soutenir. C'est quelque chose de positivement vertueux, donc je vous encourage à le faire. En fait, la manière dont j'y pense, c'est si vous écoutez l'émission depuis un certain temps, peut-être pensez à ce que vous diriez à votre conjoint ou votre conjointe. Expliquez pourquoi vous ne soutenez pas l'émission. Et si vous pouvez expliquer, ben non, moi ça m'intéresse pas, ou c'est pas tellement important, si vous pouvez l'expliquer sans vous dire ouais quand même c'est un peu limite, eh ben peut-être que vous devriez considérer un petit soutien. C'est pas grand-chose, $1, $2 par épisode, c'est le prix d'un café ou d'une chocolatine. Je suis très equal opportunity pour tout le monde. Et ça aide énormément l'émission, bien sûr. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Patreon.com/rdvtech, ça prend 2 minutes pour s'inscrire et ça fait énormément de bien à l'émission. On va continuer avec des news et rumeurs. La dernière en date sur Huawei, c'est le fait que Facebook n'autorise plus l'installation par défaut de ses applications sur les téléphones Huawei. Alors évidemment, ceux qui les ont déjà installés, pas de problème, mais ils avaient un accord avec Huawei pour l'installation en sortie d'usine en fait des applications, qui, pour toutes les raisons qu'on connaît, a été annulé, donc ça commence à faire beaucoup pour Huawei, mais de l'autre côté, il y a des arguments qui sont un petit peu soufflés à l'oreille des géants par la Chine, mais qui ne sont pas complètement faux non plus, qui sont que ça peut être en fait dangereux de couper complètement Huawei des systèmes américains. D'une part parce qu'ils se dirigent vers plus d'autonomie comme on en avait parlé et du coup on aura moins de contrôle et oui c'est peut-être injuste mais c'est comme ça qu'on voit les choses quand on a un gouvernement autoritaire comme celui de la Chine. Et Google dit par exemple, oui, on a banni Huawei, pas de problème, mais si jamais ils n'ont pas accès aux mises à jour de sécurité avant l'arrivée dans la branche open source d'Android, eh ben ça va laisser 1 mois ou un petit peu plus aux personnes mal intentionnées pour utiliser ces mises à jour ces failles de sécurité qui sont présentes un petit peu plus longtemps là-bas. Et donc ça amène plus de danger pour l'ensemble du monde parce qu'il y a plein de téléphones Huawei et on peut imaginer que des responsables importants, c'est pas juste pour les personnes qui vont se faire voler leurs données ou leurs informations de paiement par exemple, ce qui est important évidemment, mais là où on pense à des choses encore plus gênantes, c'est des personnes qui vont avoir des responsabilités dans les gouvernements ou dans des grandes entreprises qui vont être mises en danger ou ce genre de choses. Évidemment, on pourrait dire, du coup, il ne faut pas utiliser des téléphones Huawei, on peut le dire, mais c'est encore une question compliquée. Donc, il y a ce genre de questions qui commencent à se faire jour. Je crois qu'elles ne sont pas totalement illégitimes. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a toujours pas d'accord trouvé et on est toujours dans cette situation où Huawei est mise au banc des grandes sociétés de la tech.
On a des nouvelles, des informations qui nous arrivent de l'E3, comme je le disais. Pour ceux qui ne savent pas, l'E3, c'est Electronic Entertainment Expo, donc le grand événement du jeu vidéo qui a lieu à Los Angeles tous les ans. Je vais en profiter pour boire un petit peu plus. Voilà, pendant que vous méditez sur cette grande exposition de l'industrie du jeu vidéo. Alors, on va en traiter beaucoup plus dans le rendez-vous jeu, donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller écouter cette émission qu'on enregistrera demain, si tout va bien. Mais en gros, ce qui va intéresser les auditeurs du Rendez-vous Tech, c'est qu'il y a deux annonces importantes qui ont été faites au niveau du matériel. Google Stadia, donc le service, enfin du matériel, oui, c'est du matériel pour Google dans ce cas-là. Le service de streaming de jeux vidéo de Google a annoncé son business model. Et là où il y a une petite déception, c'est que le service n'inclut pas un abonnement qui permet d'accéder à un catalogue, une librairie de jeux à la Netflix, on va dire. Il faut quand même acheter les jeux. Là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter de console, puisque c'est du streaming depuis les serveurs de Google. Mais là où, bien sûr, ça va poser des problèmes à certains, c'est que si on n'a pas la connexion qu'il faut, eh ben, la qualité ne sera pas au rendez-vous et l'expérience ne sera pas au rendez-vous. Donc, c'est une sorte pas de compromis, mais pour certains ça va être intéressant, pour d'autres ça va l'être moins. Le service en lui-même aura une version gratuite entre guillemets en 2020, au début 2020 on va dire. D'ici là, on peut y accéder tout de même avec une formule d'abonnement à $10 par mois qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image, donc on va jusqu'en 4K, et ça donne aussi des jeux gratuits chaque mois, donc c'est quand même, il y a quand même accès à ce type de choses, de la même manière que le Xbox Live Gold ou le PlayStation Plus vous donnent là aussi 2 jeux par mois environ. Donc c'est vraiment, on va dire, une console sans la console, le projet de Google, et là où moi je suis un petit peu déçu, c'est que je m'attendais à ce que Google bouge un petit peu plus les lignes dans cette industrie. On sait que quand ils sont arrivés dans les domaines où ils ont compté, eh ben, ils sont arrivés en faisant vraiment bouger les lignes. Ça a été le cas dans le domaine du mail, dans le domaine de la vidéo, évidemment, quand ils ont racheté YouTube, de Maps, etc. Ils ont vraiment changé la manière dont se faisaient les choses. Là, par l'aspect streaming, c'est le cas, mais par l'aspect business model, c'est pas vraiment le cas. Donc, je suis un petit peu déçu quand même, mais je pense que les choses pourraient être amenées à évoluer au moment du lancement ou même peut-être dans les mois à venir avant le lancement du service. Donc ça, c'est pour Google. De l'autre côté, on a eu la conférence de Microsoft qui devait annoncer sa prochaine console et qui l'a fait, mais avec très très peu d'informations. En gros, on a vraiment eu uniquement ce qu'on attendait, c'est-à-dire des capacités techniques qui sont en ligne avec l'évolution de la technologie dans ce domaine et qui correspondent un petit peu à ce que fait plus ou moins Stadia en performance technique pour une console, entre guillemets, ou une instance, ce que fait Sony de son côté aussi pour sa prochaine console. Mais on n'a pas eu plus d'informations que ça. Ils ont par contre parlé du fait que leur service xCloud sera lancé en octobre, avec un tout petit peu de flou, puisqu'on ne sait pas s'il s'agira uniquement de la possibilité de streamer depuis nos consoles à la maison, la génération actuelle de Xbox One, ou si ça inclut aussi le streaming depuis leur serveur. Je crois que ça sera le cas. Et dans ce cas, c'est assez intéressant, puisqu'ils ont aussi un service d'abonnement qui s'appelle le Xbox Game Pass. Donc, ce Xbox Game Pass vous permet de télécharger et d'installer des jeux qui sont dans un catalogue à eux. Donc c'est un petit peu le Netflix du jeu vidéo, sans le streaming. Mais il y a un catalogue qui est beaucoup plus intéressant que les services concurrents. On pense à Stadia qui arrive ou à PlayStation Now qui est déjà là. Leurs capacités techniques sont peut-être un peu moins bonnes et le catalogue est moins fourni. Mais le Xbox Game Pass est très fourni. Il faut télécharger et installer les jeux. Mais avec le service xCloud, donc de streaming, qui est une nouvelle brique qui vient s'ajouter à l'offre de Microsoft, et ben peut-être que si on combine les deux briques, ça fait un Xbox Game Pass qui est hyper fourni en catalogue et un service de streaming qui sera lancé donc en octobre, qui promet
une offre vraiment très convaincante. À voir si ces détails seront confirmés peut-être dans les jours à venir, mais à l'heure qu'il est, je crois que si ces briques se combinent de cette manière, ça pourrait être une alternative hyper intéressante à tous les autres services. À noter aussi que Xbox a lancé le Xbox Game Pass pour PC. Jusqu'à maintenant, l'accès à ce catalogue de jeux n'était disponible, en gros, je schématise, mais que sur la console. Et bien là, il y a une version qui est vraiment disponible sur PC, qui est très bon marché, puisqu'elle est, pendant la période de, entre guillemets, bêta, à seulement 4 euros, si on parle en monnaie française, à 4 euros par mois. Donc c'est une affaire énorme pour ce prix-là, vraiment. Moi, je me suis abonné tout de suite et je ne le regrette pas. Et ça donne accès à tout un tas de jeux. Donc maintenant, c'est aussi disponible sur PC, ce qui suit la volonté de Microsoft d'être présent vraiment partout. Dernier petit mot, on a le CEL, je crois que c'est eux, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, je crois. Ah non, c'était le SNJV, c'est le syndicat national du jeu vidéo. Bon, c'est un autre organisme, et en partenariat avec le CNC, a annoncé la création des Pégases, qui est notre cérémonie du jeu vidéo, de récompense du jeu vidéo. Moi, je trouve ça très très bien. Je sais qu'on peut être critique vis-à-vis de ces récompenses, et c'est en fait un petit peu comme l'Académie des Oscars, c'est des professionnels de l'industrie qui vont voter sur les jeux à récompenser. Alors ça sera peut-être très franco-français comme les Césars ou le Festival de Cannes, mais moi je pense que c'est vraiment un outil de visibilité, et puis c'est un moyen de célébrer les productions dans ce domaine, donc je trouve ça très positif. On a des exemples d'initiatives similaires en anglais, dans le monde anglophone, et je trouve ça très bien qu'on l'ait également en France. La première année, c'est cette année, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Quoi d'autre? On a le président de Mozilla qui a annoncé, alors Mozilla, développeur notamment de Firefox, hein, le navigateur qui est, je pense, l'alternative principale à Chrome, le navigateur de Google, donc on parlait d'alternative privée, en voilà une. Mozilla a annoncé qu'ils allaient développer un service payant qui ajoutera donc à votre expérience de navigateur un VPN, du stockage sécurisé avec un abonnement mensuel. Ce qui est, je crois, une bonne initiative. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Un abonnement à un navigateur, c'est un petit peu étrange, mais je crois que c'est assez cohérent, assez intelligent pour permettre à Firefox de continuer à être bénéficiaire, parce que Mozilla est une entreprise qui doit faire de l'argent. Et là encore, on est confronté à cette réalité que les services gratuits ont un coût, soit par vos données privées, soit par la difficulté de les maintenir à flot. C'est le cas de Firefox. Et les services sont cohérents, notamment le VPN qui permet de protéger un petit peu plus votre vie privée encore. Donc, je trouve que c'est une belle initiative, ou une initiative intelligente. En tout cas, j'aurais pas forcément pensé à l'idée de faire un abonnement mensuel pour un navigateur. Et s'ils proposent des services qui sont bien pensés, ça pourrait effectivement convenir. Et on peut imaginer qu'il y aurait un tas d'autres services qui s'ajouteraient à ceci. Donc là encore, une proposition pour protéger votre vie privée. Ils le font déjà d'ailleurs chez Firefox par diverses méthodes, comme le fait d'avoir implémenté un blocage des cookies de sites tiers par défaut, si je ne m'abuse, dans leur navigateur, ce qui est une chose que faisait d'ailleurs l'autre qui s'intéresse à la vie privée, Apple, avec Safari depuis, je crois, un an ou deux. Donc voilà, il y a quelque chose à faire dans le domaine. Et on est toujours dans cette tendance de protection de la vie privée qui prend de l'importance. Facebook va, semble-t-il, publier dans quelques jours un papier sur sa crypto-monnaie dont on entend parler depuis un bon moment. Il serait en train de planifier un lancement pour 2020, donc l'année prochaine. Il voudrait en fait établir un standard de crypto-monnaie avec des licences vendues à d'autres opérateurs qui pourraient opérer des nœuds pour la crypto-monnaie et donc l'utiliser. J'ai l'impression que ça dépasse un petit peu le cadre de Facebook. Peut-être que c'est pas le cas. On verra les détails et la confirmation de l'idée que la crypto-monnaie serait indexée à différentes monnaies
fiduciaire, je crois que c'est le mot en français, classique, donc qui aurait une certaine stabilité. Je crois que c'est quelque chose évidemment qu'il faut suivre de près. Peut-être le lancement de la première crypto-monnaie qui aurait une ambition très large. Ça serait intéressant à surveiller, voir qui aurait le contrôle de cette crypto-monnaie, évidemment. Est-ce que ça serait Facebook ou quelque chose d'extérieur? À voir. Mais ça devrait arriver donc pour le papier, on va dire technique et scientifique, le 18, donc dans une semaine, et pour le lancement en 2020. D'ailleurs, je crois qu'on en parlait la dernière fois, il y a un travail qui est fait avec des autorités américaines. Il semble que ça soit quelque chose de sérieux. Une autre petite chose à noter, la réunion des actionnaires la semaine dernière a vu un vote des actionnaires qui demandait à 66% en nombre d'actionnaires la demande de sortie de Mark Zuckerberg en tant que président du board, je crois que c'est le terme pour chairman, contre 51% l'année dernière. Alors ça monte les voix qui demandent la sortie de Mark Zuckerberg. Je crois que Zuckerberg, dans la structure du montage de la société, garde une majorité des voix en pouvoir, hein, donc il y a peu de chances que ça se produise, mais c'est intéressant de voir que de plus en plus se disent c'est pas la bonne personne pour gérer la société. Peut-être que là, il est encore relativement safe, et ça risque de continuer, et puis peut-être que les gens se calmeront s'il réussit à gérer les choses dans l'année à venir, on va dire, mais on voit que ça pourrait avoir des conséquences à terme si la tendance ne s'inverse pas. Les trottinettes, je vous disais qu'on allait en parler. La saga continue. La ville de Paris a décidé de faire un appel d'offres clair et très réglementé pour, je crois que c'est 3 sociétés de trottinettes électriques en libre service qui pourront opérer à Paris. Et essayez de penser combien il y en a aujourd'hui. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent de Lime, Bird, peut-être Bolt. Je ne sais pas s'ils sont encore à Paris, mais voilà, 3, 4, on va dire 5. Eh bien non, il y en a 11 sociétés de trottinettes électriques qui sont en train d'opérer à Paris. Évidemment, ça contribue au bordel effroyable que ça provoque, mais Paris va donc faire un appel d'offres pour 3 d'entre elles. Ça devrait, et donc leur donner une licence pour opérer dans les rues de la ville. Évidemment, elles vont toutes se précipiter. On est dans ce début d'industrie qui fait qu'il y a plein de concurrents, et évidemment, plein d'entre eux vont un petit peu se casser la gueule à terme. Et c'est la consolidation naturelle de ce type d'industrie, hein, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose que Paris mette un petit peu d'ordre dans ce foutoir. Et c'est en cours. Je sais plus quand est la date de la mise en place de cette initiative. Ça doit être sans doute fin 2019, début 2020. Voilà, c'est Anne Hidalgo qui dit une réglementation pour 2019, mais cet appel d'offres devrait être mis en place dans les mois à venir. Donc voilà, ça évolue et c'est plutôt une bonne chose, d'autant plus que certaines de ces sociétés de trottinettes commencent à s'intéresser aux scooters électriques aussi. C'est un petit peu... ça peut être confusant, désolé j'utilise ce terme, puisque... En anglais, trottinette se dit scooter. Donc voilà, c'est la raison de la petite confusion. Mais il s'intéresse à des vrais scooters, donc des trucs à 2 roues électriques sur lesquels on s'assoit. Et il y a eu, en info liée à ces sujets, il y a du vandalisme qui a lieu. Alors, sur les trottinettes, c'est pas trop gênant. Il y a des gens qui mettent qui peignent à la bombe de peinture sur les petits tags. J'oublie le nom. Les tags, vous savez, les trucs, les symboles, brain fart, comme on dit encore en anglais.
Bref, vous savez de quoi je parle, donc ils vont les peindre pour on puisse plus y accéder. Ça s'enlève assez facilement la peinture. Par contre, beaucoup plus grave, il y a des scooters en libre service qui ont été sabotés en coupant les lignes de frein. Et donc les sociétés qui opèrent ces scooters ont été obligées de retirer de l'utilisation tous ces scooters, évidemment. Mais là, pour le coup, on est dans le vandalisme criminel. Imaginez si vous montez sur votre scooter, il n'y a pas besoin d'aller vite, hein, vous allez à 5 km/h, vous ne pouvez pas freiner. Ça peut provoquer des accidents tout à fait dramatiques. Donc là, je ne sais pas qui prendrait ce genre d'initiative parce qu'il y a plus de 60 scooters qui ont été affectés. C'est quelque chose de véritablement criminel. Et là, on est dans le domaine où je comprends même pas. C'est-à-dire qu'à la limite, le fait de vandaliser en peignant les moyens d'accès, je trouve ça... je trouve pas ça du tout justifiable, mais je peux comprendre pourquoi certains le feraient. Là, avec la coupure de la ligne de frein, on est vraiment dans l'activité dangereuse et criminelle. Donc c'est, on va dire que je suis frustré de ces attitudes dans tous les cas, mais là, je mets ma petite casquette de républicain autoritaire. Et quand je dis républicain, je ne parle pas du parti politique, mais de défenseur de la République française. Et je me dis, mais enfin ça, c'est clairement criminel et inacceptable, quoi. Même s'il y a des gens qui ne sont pas contents de la prolifération de ces scooters en libre service, pour différentes raisons, là, on n'est pas du tout dans l'acceptable. C'est dangereux. Donc, enfin bref, je pense que ce n'est pas vraiment une opinion controversée, on sera tous d'accord. Il y a une étude intéressante sur l'utilisation que font les Américains du net, du site eMarketer, qui prédit que en 2019, les utilisateurs d'appareils mobiles vont passer plus de temps sur leurs appareils mobiles que devant la télé. À vrai dire, c'est même pas que l'utilisateur, c'est en moyenne, on va passer 3,43 heures, enfin 3h43 sur les appareils mobiles contre 3h45 devant la télé. Alors il faut noter que quand on fait les deux en même temps, ça compte pour les deux. Donc il n'est pas impossible que de nombreuses personnes soient devant la télé en même temps en train de tapoter sur leur appareil, mais selon leurs calculs, on passe à... on inverse la majorité, donc l'appareil mobile. On ne parle même pas juste d'Internet, hein. Là on parle vraiment uniquement d'appareils mobiles. On a une majorité de temps devant les appareils mobiles. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé encore plus intéressant le fait que, entre parenthèses, il passe 2h57, donc on va dire 3 heures dans des apps contre seulement 26 minutes dans un navigateur, ce qui est hyper... notable parce que évidemment, enfin on s'en doute, mais les apps sont beaucoup plus importantes. J'ai oublié de le préciser dans le Sign In with Apple, mais il y aura aussi un moyen de se connecter par navigateur Internet. Donc, les moyens de connexion, enfin, c'est évident parce qu'on a besoin de se connecter. Si on a si on a fait une connexion sur une app avec un login Apple, eh ben, il faut pouvoir se reconnecter sur le web avec ce même login Apple. Donc ça, c'est naturel, mais c'est intéressant à noter parce que ça peut vouloir dire qu'on peut étendre l'utilisation au-delà, peut-être, en bidouillant des appareils Apple. Ce qui est important parce qu'encore une fois, l'alternative vie privée, blablabla, vous avez compris, mais ça peut la proposer peut-être à des gens qui, je ne sais pas, il faudra voir dans les spécifications, n'ont pas d'appareil Apple. Il faudra bidouiller un petit peu, comme je le disais, en se créant un compte. Mais bon, bref. Donc, les gens passent une immense majorité de temps dans les apps. Et là où je voulais en venir... les apps les plus utilisées, j'imagine qu'on pourrait tous imaginer que c'est les réseaux sociaux. Eh bien non, figurez-vous que c'est écouter de l'audio numérique. Les apps les plus utilisées, alors là encore, on peut le faire pendant qu'on fait autre chose, mais c'est de l'audio numérique. Alors ça peut être de la musique, bien sûr, mais pas que. Il précise que c'est de la musique et de l'entertainment audio, avec les podcasts en bonne place, bien sûr, avec les audiobooks, etc. C'est donc de la musique et des podcasts, et ça me fait plaisir, parce que, bien sûr, j'imagine que la majorité... on n'a pas les détails à ce point-là, mais j'imagine que la majorité, c'est de la musique, mais
dans l'ensemble, l'audio numérique est plus utilisé même que les réseaux sociaux. C'est quand même hyper impressionnant comme statistique, je trouve. Donc voilà, et les podcasts font bien sûr partie de tout ça. C'est quelque chose qui me donne évidemment le sourire. À noter que si vous voulez, certains m'ont posé la question, si vous voulez avoir mon avis sur la mini-controverse un petit peu franco-française qui a eu lieu autour de l'application Magellan, allez sur patrickbeja.com. J'ai mis un détail de ce que je pensais de tout ça. Il y a eu une petite discussion qui a été créé dans la communauté des podcasteurs francophones. Si ça vous intéresse, franchement, c'est un petit peu inside baseball et à mon avis, il y a un petit peu de tempête dans un verre d'oification de tout ça. Mais si vous voulez mon avis, ça a créé des conversations intéressantes avec certains acteurs du podcast qui sont d'ailleurs des amis et des collègues. Mais si vous voulez mon avis, patrickbeja.com, j'ai détaillé tout ça, j'ai mis tout ça sur papier. Enfin, sur papier virtuel. Et puis dernière chose dont je voulais parler, c'est encore un article absolument passionnant de cette journaliste dont je parle régulièrement, Taylor Lorenz, qui écrit pour The Atlantic, où elle parle encore des tendances des jeunes. C'est elle qui m'avait, je crois, à l'époque, alerté sur la popularité de TikTok. Et là, elle parle d'une tendance qui est moins massive que TikTok, mais qui est hyper intéressante. C'est l'utilisation du airdrop par les jeunes dans les lieux publics. Alors pour ceux qui ne savent pas, AirDrop, c'est une fonctionnalité des appareils Apple, notamment des iPhones, qui permet d'envoyer des fichiers, des photos, des documents d'un appareil à l'autre facilement. Il y a un setting qui permet d'autoriser n'importe quel appareil dans le voisinage immédiat de vous envoyer des fichiers, ou alors on peut limiter ça à nos contacts. C'est bien sûr ce que je recommanderais à tout le monde, mais il y a plein de gens qui ont le truc ouvert parce que c'est pas très gênant en fait. On a un pop-up qui apparaît et on dit si on veut accepter ou pas le fichier, donc il n'y a pas de grosses problématiques de sécurité, mais même si on laisse ça ouvert à n'importe qui dans les environnements, et puis c'est très local, donc c'est généralement utilisé dans on est à un resto, on veut envoyer une photo, ou on est dans une réunion où quelqu'un veut nous envoyer un fichier, il l'envoie par AirDrop, c'est facile, c'est rapide, et voilà. Mais donc, les jeunes utilisent ça dans les lieux publics pour trouver des gens qui ont laissé leur truc ouvert et leur envoyer des photos de mèmes, on m'a précisé que le terme existait en français, donc de mèmes, ou pour faire cracher leur téléphone parce qu'ils leur envoient tellement de photos que ça finit par cracher, mais là on est vraiment dans le truc un petit peu amusant, un petit peu bizarre, c'est-à-dire que les adultes, entre guillemets, qui comprennent pas trop ce qui se passe, vont voir les trucs apparaître et puis ils se retournent, ils sont là, mais qui m'envoie ce mème un petit peu bizarre ça fait marrer les jeunes qui sont à côté, ça les fait pouffer, j'imagine. Mais on voit donc qu'ils s'envoient des mèmes, qu'ils utilisent. C'est une utilisation un petit peu inattendu, et je trouve on est vraiment dans le domaine du mignon là, on va dire, pour se marrer entre jeunes et aux dépens des plus âgés qui comprennent pas trop ce qui se passe. Donc j'imagine que la pratique va se répandre, peut-être qu'elle est même déjà présente en France. Donc si ça vous arrive, voilà ce qui est en train de se passer. Si vous avez un iPhone qui affiche tout à coup une demande de partage de photos dont vous allez voir la petite preview bien sûr, AirDrop, et voilà ce qui se passe. Vous pouvez soupirer ou sourire aux jeunes à côté qui sont en train de pouffer. Moi, je trouve ça plutôt marrant, franchement. Et encore une fois, cet article de Taylor Lorenz nous permet de rester en phase avec ce qui se passe chez les jeunes. J'ai trouvé ça très, très drôle. Et je voulais vous en alerter, évidemment. Donc voilà pour cet épisode solo du Rendez-vous Tech. Ça m'a permis de parler tout seul et de donner mon avis comme je l'entends. C'est une liberté que j'ai rarement à ce point, donc je la chéris quand ça se produit. Si vous estimez que j'ai été pas très exact ou que je me suis laissé emporter par mes biais personnels, n'hésitez pas à venir me le dire sur frenchspin.fr, bien sûr dans les commentaires. On a toujours des discussions constructives
constructive sur le site qui héberge mes productions. Si vous appréciez les jeux vidéo, surtout allez vous abonner au Rendez-vous Jeux, puisqu'on va détailler dans un long épisode, je pense, demain tout ce qui s'est passé pendant l'E3, et il y avait vraiment des choses intéressantes au-delà de ce dont j'ai parlé très rapidement dans cet épisode. Donc le Rendez-vous Jeu sur votre app de podcast, et bien sûr patreon.com/rdvtech. Si vous souhaitez soutenir l'émission, allez y faire un tour, ça prend vraiment 2 minutes, vous contrôlez intégralement la manière dont vous soutenez. Et c'est un moyen évidemment hyper important pour financer la production de cette émission. Comme je le disais, si vous écoutez depuis un moment et que vous vous dites, si vous deviez expliquer à vos amis ou vos conjoints pourquoi vous ne soutenez pas l'émission, vous en foutez en fait, vous ne l'écoutez pas tellement, et puis en fait si elle n'existait pas, je m'en foutrais. Et si ça sonne un petit peu, pas tout à fait très honnête avec vous-même, dites-vous, allez, je vais aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech, ça serait cool. Merci à vous tous d'avoir écouté l'émission. Je vous donne rendez-vous dans à peu près une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!